Jour 325. Nous avons beaucoup de nouvelles. Tout d'abord, les Russes ont mené une frappe massive de missiles visant les infrastructures civiles critiques dans différentes parties du pays. Selon l'état-major ukrainien, les Russes ont lancé 33 missiles au total. Lors de la première vague, les Russes ont attaqué la capitale de l'Ukraine avec des missiles antiaériens S-300 depuis l'axe nord. Même si ces missiles sont principalement utilisés à des fins de défense aérienne, le système peut être reconverti pour un usage sol-sol. Lors de la deuxième vague, les Russes ont lancé des missiles Kalibr depuis la mer Noire, des missiles de croisière depuis des avions Tu-95 et des missiles guidés de différents types. L'état-major ukrainien a déclaré avoir abattu 21 missiles au total, soit un taux de réussite de 64%. Ce taux est bien plus bas que d'habitude, car les Russes ont utilisé beaucoup de missiles S-300 pour ces frappes. Ce sont les pires missiles pour les Ukrainiens, car ils sont lancés à distance inférieure à 200 km et volent rapidement à basse altitude, ce qui les rend extrêmement difficiles à intercepter. En ce qui concerne les cibles qui ont été frappées, les Russes ont visé des centrales thermiques à Kiev, Vinnytsia et Burshtyn. Dans d'autres régions, les Russes ont visé des postes de transformation électrique et des stations énergétiques similaires. La frappe russe la plus réussie a eu lieu près de Burshtyn. En juger par la photo, les missiles ont touché la salle de turbine de la centrale et au moins 3 des 12 générateurs de la centrale ont été détruits. Les dégâts subis par le bâtiment et les conduits techniques et de vapeur rendent très difficile le fonctionnement du reste des turbines. Peu après, la compagnie d'énergie DTEK a annoncé qu'une des centrales avait cessé de produire de l'énergie et il semble qu'il s'agisse de celle-ci. C'est extrêmement grave car cette centrale permettait de contrôler la puissance des turbines par un changement rapide de vitesse, ce qui permettait d'équilibrer le système énergétique plus facilement. L'un des missiles a malheureusement touché un immeuble résidentiel à Dnipro. Afin de détourner la responsabilité, les sources russes déclarent que les dégâts ont été causés par la défense aérienne ukrainienne qui a tiré son missile sur le bâtiment par erreur. Cependant, même des blogueurs militaires russes non affiliés admettent que les dommages causés au bâtiment impliquent fermement qu'il s'agissait d'un missile de croisière. Jusqu'à présent, le chef de la région de Dnipro a confirmé qu'il y avait 60 victimes, dont 12 enfants. Mais les secours sont loin d'être terminés, et le nombre de victimes devrait donc augmenter. Au total, depuis le début de la guerre, on dénombre près de 18 000 victimes civiles en Ukraine, soit environ 7 000 morts et 11 000 blessés. En ce qui concerne le front, les combats les plus intenses continuent de se dérouler à l'est, en particulier dans la région de Soledar. La dernière fois, je vous ai dit que la progression des groupes d'attaque russes, à Soledar, c'est compliqué parce que la périphérie de la ville est quelque peu détachée du centre, ce qui place les attaquants sous des feux croisés. J'ai également mentionné que les Russes ont commencé à regrouper et à déployer leurs unités aéroportées dans la région de Krasnahora afin de résoudre ce problème. L'idée principale de ce nouveau plan est de percer les défenses ukrainiennes qui étaient construites le long du remblai de la voie ferrée. En cas de succès, ils seraient en mesure de fixer les troupes ukrainiennes à Blahodatne et de menacer l'approvisionnement et le soutien ukrainien de la mine de sel et de se déplacer dans la périphérie. Cependant, le terrain ici est très difficile. Pour l'instant, les Russes contrôlent la petite forêt sur la colline de Pidorodne. Si nous zoomons, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de routes, de rails, de forêts et de jardins. Si nous regardons la carte topographique, nous pouvons également voir les collines. Les Russes ont déjà essayé d'attaquer Krasnahora de front, en surgissant de derrière la colline et en utilisant leurs unités mobiles. Cependant, la moitié de Krasnahora est constituée de jardins, ce qui signifie que les Ukrainiens ont une meilleure couverture et peuvent allouer plus de forces pour protéger cette direction. C'est pourquoi le nombre de forces que les Russes pouvaient lancer efficacement sur le terrain n'était pas suffisant pour établir le contrôle de la périphérie. Ils ont donc changé pour l'attaquer par le sud. Ici, les Russes vont de Pidorodne autour de la colline, puis s'appuient sur les lignes d'arbres et les jardins pour attaquer les positions ukrainiennes les plus proches. Presque toutes les positions ukrainiennes sont à la même altitude, donc les Russes peuvent avancer ici de façon relativement sûre. Les premières positions ukrainiennes que les Russes rencontrent sont en fait plus proches de Paraskovivka que de Krasnahora. C'est pourquoi l'état-major ukrainien inclut cette localité dans ses rapports, et que certaines sources ont indiqué à tort que les Russes avaient déjà pris Krasnahora. Jusqu'à présent, de nombreux affrontements ont lieu près du centre des jardins, et Paraskovivka
reste sous le contrôle total des Ukrainiens. Dans l'ensemble, les combats se déplacent une fois de plus sur les flancs de Soledar. Les Russes tentent d'exploiter les hauteurs pour lancer les attaques à partir de plusieurs axes, tandis que les Ukrainiens s'appuient sur des positions tactiques clés, comme Krasna Hora, afin d'entraver et de compliquer autant que possible les avancées russes. Au cours des derniers jours, le rythme des avancées russes a effectivement ralenti, et le nombre d'attaques a également diminué, bien qu'il soit encore trop tôt pour dire que la ligne de front s'est stabilisée. Cette vidéo est affiliée avec Reporting from Ukraine. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez m'aider à continuer de couvrir ce conflit, vous pouvez liker ou vous abonner. À bientôt.